Bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Et comme je le disais au début de cette émission, ça sera donc une partie 100% sport. J'ai le plaisir donc d'avoir à mes côtés, tout d'abord à ma droite, Cédric Ferreira, journaliste sportif à France 24. Bonjour. Bonjour Aziza. Et en face de vous, un autre spécialiste du sport, Florent Ordeau. Bonjour. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Nous allons donc parler de l'Euro 2016. Le coup de départ de cette édition donc, sera donné le vendredi 10 juin à Saint-Denis pour une grande manifestation sportive qui va durer un mois. Selon les prévisions, la France doit accueillir à peu près pendant cette période quelques 7 millions de supporters étrangers, dont 2,5 millions munis de billets pour assister au match. Nous allons donc essayer avec vous, Florent et Cédric, d'en savoir un peu plus. Alors tout d'abord, c'est quoi la compétition de l'Euro 2016? Comme ça s'est fait, on pose la question tout de suite. C'est la compétition la plus prestigieuse, continentale pour les équipes nationales européennes. C'est l'équivalent de la CAN en Afrique, on en parle beaucoup sur France 24, ou de la Copa América en Amérique du Sud. L'Euro est organisé tous les 4 ans et donc voilà, l'équipe de France, la France l'organise. Après 1984, c'est la deuxième fois que la France va accueillir l'Euro dans les 30 dernières années. Ça veut dire que c'est un peu la crème de la crème des clubs européens qu'on va retrouver? Oui, des nations européennes plutôt. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a aussi une particularité cette année, c'est que pour la première fois, il y aura 24 équipes dans un championnat d'Europe. Jusqu'ici, il y en avait que 16. Alors pourquoi passer à 24 équipes? C'est une réforme qui a été mise en place par Michel Platini lorsqu'il était président de l'UEFA, qui n'avait pas encore eu toutes ces affaires. Alors, il voulait accorder un peu plus de place aux nations un petit peu plus petites, puisque c'est vrai que quand il n'y a que 16 équipes, c'est vraiment les meilleures, alors que c'est souvent les mêmes équipes qui ne se qualifient pas en fait. Donc là, on ouvre un petit peu plus et ça permet à plein d'équipes comme l'Islande, par exemple, qui fera pour la première fois partie de ce championnat d'Europe. Alors, la France accueille, la France y sera, les Bleus y seront, et alors on n'arrête pas d'en entendre parler, mais pas forcément que pour le jeu, on va dire. Ces derniers mois, le climat a été nauséabond. Le mot n'est pas trop fort autour de l'équipe de France, entre l'affaire de la sextape qui a mêlé Karim Benzema et Mathieu Valbuena, la blessure de Mamadou Sakho qui a été suspendu puis réhabilité ensuite, les blessures de Varane et de Mathieu, les propos d'Eric Cantona, de Jamel Debbouze et de Karim Benzema qui accusent finalement Didier Deschamps de racisme. Rarement le climat autour de l'équipe de France aura été aussi compliqué. Pourtant, dans une compétition qui va se dérouler en France, on sait que normalement il y a un engouement populaire comme ça derrière l'équipe de France. Là, on constate qu'il y a certains Français qui ont un peu des soucis avec cette équipe de France, l'image surtout qu'elle dégage. Oui, c'est pas top vraiment pour un pays quand même qui accueille l'Euro et qui se retrouve à la une, mais pour d'autres choses que vraiment les préparatifs finalement. Mais non, parce qu'en plus c'était l'image de l'équipe de France a toujours été une des priorités de Didier Deschamps, le sélectionneur. Et malgré ses efforts pour essayer de canaliser tout ça, les joueurs s'expriment dans la presse comme Karim Benzema. Il y a toutes ces histoires extra-sportives. Après, en général, l'histoire montre qu'une fois que la compétition démarre et que si l'équipe de France gagne son premier match, oui, tout de suite, il y aura un élan populaire. Ça s'est vu en 98, avant la Coupe du Monde 98, le sélectionneur Aimé Jacquet avait été très critiqué par les médias. Il y avait une ambiance un peu nauséabonde et une fois que l'équipe a commencé à gagner, tout le monde s'est mis derrière elle et c'est parti. Est-ce que vous êtes d'accord concernant, donc là, si on revient à un point de vue purement sportif, qu'il y a des soucis par contre dans cette équipe de France chez les Bleus. Ce qui revient assez souvent, c'est qu'il y a quand même un grand problème sur le plan défensif, qu'il y a autant on a l'avant en gros pour parler plus simple et parler à tout le monde qui ne soit pas forcément des spécialistes du football, mais en gros ceux qui marquent des buts, ceux qui y vont, etc. On est bon, mais derrière on a un peu de mal à ne pas encaisser aussi. Voilà, l'équipe de France il y a un an, pour caractériser, pour grossir le trait, en fait était plutôt solide en défense, mais ne marquait pas beaucoup de buts. Depuis un an, c'est totalement l'inverse. L'équipe de France devant à Antoine Griezmann, qui a flambé cette année sur la scène européenne, Kingsley Coman, qui joue très bien au Bayern de Munich, Anthony Martial, qui est l'un des piliers maintenant de Manchester United. En attaque, l'équipe de France a de très très bons joueurs. Le problème, c'est que toutes les grandes compétitions internationales, et je pense que Cédric sera d'accord, la Coupe du Monde et l'Euro se gagnent avec une bonne défense. Les 2 derniers Euros ont été remportés par l'Espagne. L'Espagne, sur les 12 matchs qu'elle a joués dans ces deux Euros, n'a pris que 4 buts. La France, sur les 3 derniers matchs, a pris 6 buts. On ne peut pas gagner un Euro si on n'a pas une défense solide. Alors, on va essayer de parler des autres équipes. Il y a une autre grande star qui a fait parler d'elle dernièrement, c'est Cristiano Ronaldo. Alors lui, très bien, il se prend une semaine de vacances à Ibiza avant d'attaquer l'Euro. C'est une super manière d'attaquer l'Euro alors que tout le monde est en train, en gros, de se donner à fond.
C'est vrai que c'est une préparation un petit peu curieuse, Cristiano Ronaldo. En plus, c'est vrai qu'il ne s'en cache même pas. Il a mis sur ses réseaux sociaux des photos où il était en vacances à Ibiza. Après, bon, il faut quand même remettre dans le contexte, parce que déjà, en plus, sur les réseaux sociaux, il a aussi mis des photos où il s'entraînait, donc il ne passe pas que des vacances. Faut remettre dans le contexte, parce qu'en 2014, Ronaldo était un peu dans la même situation. Je veux dire qu'en fin de saison, il avait connu des blessures avec le Real Madrid. Il avait disputé la finale de la Ligue des Champions blessé. Il s'était rendu à la Coupe du Monde 2014 blessé avec le Portugal, et on a vu le résultat, il a été mauvais, et le Portugal éliminé dès le premier tour. Et cette année, c'est un peu pareil. Il finit la saison très fatigué avec le Real, il a eu quelques blessures en fin de saison. Donc voilà, si vous voulez, au Portugal, on est très inquiet pour Ronaldo et tout ce qu'on peut faire pour le ménager. D'accord. Mais on gagne la Ligue des Champions, du coup, on peut se permettre. Oui, mais ce qui est marrant, c'est vrai que Cristiano Ronaldo est un grand professionnel et reconnu comme tel. Alors comment on peut expliquer finalement cette semaine de vacances Parce qu'il a besoin c'est de une repos, star et il peut se permettre Oui, c'est un peu ça, oui. Il a acquis ce statut par ses performances sur le terrain. Je veux dire, c'est le joueur indispensable du Portugal. Le Portugal sait très bien qu'il ne pourra rien faire sans Cristiano Ronaldo. Parce qu'à une semaine de l'Euro, à quelques jours de l'Euro, c'est quand même un peu beaucoup, quoi. Non ? Oui, mais il a comme disputé plus de 50 matchs dans la saison. Il y a aussi donc il a besoin de repos. Oui, il a besoin de repos. Et l'autre joueur du Real Madrid, Pep, est en vacances aussi actuellement. Ils vont rejoindre le Portugal pour le dernier match de préparation le 4 juin prochain. Donc pour le Portugal. Et après, ils feront l'Euro. Non. Ça peut sembler bizarre, mais je pense vraiment que s'ils lui laissent une semaine de vacances, ils lui font totalement confiance. Et il est réputé pour son professionnalisme, Ronaldo. Donc je pense il le défend un peu, quand même. Hein. Oui, c'est leur meilleur atout. Donc forcément, il faut qu'il arrive dans les meilleures conditions. Et comme l'a dit Cédric, la dernière fois, il est arrivé blessé à la Coupe du Monde. Et malheureusement, il n'a pas pu disputer la compétition dans des bonnes conditions. Alors, dans de bonnes conditions, on va parler des bonnes conditions au pas. Et ici, ou plutôt au pas. Alors, on va commencer par la sécurité, parce que la question s'est posée. Les États-Unis ont donné carrément une alerte en disant attention, risque attentat, en déconseillant presque d'y aller, etc. Et Bernard Cazeneuve avait lui annoncé, alors juste en termes de policiers et de gendarmes, on est à 72 000 personnes qui sont donc mobilisées entre policiers et gendarmes, encore une fois, donc un peu plus parce qu'il y a la sécurité civile, etc. Et l'état d'urgence, encore une fois, est prorogé, pas pour l'Euro, mais en tout cas prorogé jusqu'au 25 juillet. Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Est-ce qu'il y a vraiment une menace? Bien sûr, on n'a pas attendu évidemment l'avertissement des États-Unis pour savoir qu'évidemment que la France est une cible potentielle pour les terroristes. Au niveau des stades, il y aura entre 900 et 1200 agents de sécurité privée par match. Un double périmètre et une double palpation censés éviter tout problème. Donc je pense qu'au niveau des stades, la sécurité devrait être assurée. Les fan zones, évidemment, vous savez, c'est un dossier sensible. Les fan zones, il y a eu un problème. Alors peut-être rappeler juste ce que c'est que les fan zones. Alors une fan zone, c'est un endroit entre 5 et 10 000 personnes, peut-être au Champ de Mars, il y en aura plus. Champ de Mars, à Paris, entre 5 et 10 000 personnes dans les 10 villes hautes de France qui vont donc accueillir des gens pour regarder un match sur écran géant en plein air. Et là, on va les arrêter ? Il va y avoir un périmètre de sécurité autour, mais on se demande aussi si les gens en entrant, si on va les filtrer, peut-être qu'il va y avoir des files d'attente. Et donc là, les terroristes vont peut-être viser cela. Donc c'est évidemment un sujet de préoccupation majeure. À titre personnel, moi je pense que les transports sont une cible très sensible. On ne peut pas évidemment surveiller tous les RER, tous les métros. Et évidemment, les terroristes frappent là où on ne les attend pas. Donc évidemment, le premier jour au Stade de France, il y aura 2000 agents de sécurité privés. Des effectifs de police. Moi, j'ai très peur pour les transports. J'espère qu'il faut croiser les doigts pour que ça se passe bien. Est-ce que les équipes en ont un peu parlé? Est-ce que les pays qui participent s'inquiètent vraiment de cette menace-là? Pas réellement, parce que je pense qu'eux déjà sont focalisés sur leur objectif sportif. Après, et puis la France essaye de rassurer de toute manière. Exactement, la France multiplie les discours, les autorités multiplient les discours pour rassurer, l'UEFA aussi. On a quand même une certaine expérience maintenant dans l'organisation des championnats d'Europe du côté de l'UEFA et du côté de la France avec la Coupe du Monde 98. Puis surtout, il y a aussi la perspective de préparer les Jeux Olympiques 2024. Donc je pense que les autorités vont vraiment mettre le paquet pour assurer la sécurité. Après, moi, mon point de vue personnel, on a parlé des fan zones, qu'il y aurait peut-être la possibilité de fermer les fan zones. Pour ma part, je pense que c'est quand même le meilleur moyen d'assurer la sécurité des supporters, puisque si on ferme les fan zones, les supporters seront dans la nature, dispersés dans les villes, dans des bars, etc. Là, ça sera beaucoup moins prévu. Alors que là, ça sera quand même cadré. Oui, et puis ce serait une victoire pour les terroristes. On sait que le risque zéro n'existe pas, donc il faut continuer à vivre normalement. Et puis, évidemment, faire tout notre possible pour assurer la sécurité. Mais le risque zéro, on le sait, n'existe pas. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous craignez un peu par rapport au transport. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il y aura des transports déjà, puisqu'il y a de grands mouvements
de grève. Ça continue. On appelle à la grève, entre autres, soit sur les lignes aériennes, soit la SNCF, c'est déjà impacté, etc. Je parle même pas des intempéries qui aussi finissent par couper des lignes. C'est le cas encore de RERC à Paris, par exemple, cette semaine. Est-ce que l'euro ne risque pas d'être pris en sandwich un petit peu au milieu de tous ces mouvements et au milieu de toute cette contestation sociale, ou peut-être qu'il aide à peser sur la balance en ce moment? On sait que les grévistes, évidemment, leur mouvement sera efficace au moment où justement les gens ont besoin de leur service. Évidemment, ils ne vont pas le faire au milieu des vacances quand l'euro sera terminé. C'est certain que les mouvements sociaux vont perturber cet euro s'il perdure, évidemment. Et on pense évidemment aussi à un mouvement comme Nuit debout qui a prévu en fait des événements, enfin des actions pendant l'euro. C'est sûr que le contexte social est très lourd. Et le climat autour de l'équipe de France est très lourd. Donc s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas content de cette situation, eh bien je pense que c'est François Hollande. Vous savez, le président de la République normalement attend cet événement avec impatience pour faire remonter un petit peu sa la cote de popularité. Oui. Vu le climat qui règne actuellement autour de l'équipe de France, c'est pas sûr que François Hollande en profite. Est-ce que vous pensez à la même chose, Cédric, par rapport aussi à toutes ces tensions, par rapport à toutes ces choses-là? Parce que, alors, on a vu les Français étaient plutôt solidaires un peu des mouvements jusqu'à très récemment. Ça commence un peu à s'inverser. Est-ce que si on touche à l'euro, ça risque pas justement d'inverser la courbe un peu? Oui, c'est vrai que c'est délicat. Ça me fait penser à la situation un peu dans laquelle était le Brésil au moment de la Coupe du Monde 2014. Il y avait beaucoup de manifestations avant la Coupe du Monde. Les mouvements sociaux sont un petit peu tassés lors de la compétition. Je ne sais pas si on va retrouver la même situation en France. Parce que entre la crise et le mauvais temps, est-ce que les gens n'ont pas besoin aussi d'un peu de foot finalement pour se changer? Oui, bien sûr. Et puis c'est quand même aussi un aspect économique important. Je veux dire, dans les villes locales, c'est très important que la compétition se passe dans de bonnes conditions, que les supporters viennent, qu'ils dépensent leur argent, etc. Donc c'est vrai que si les grévistes continuent à bloquer toute la circulation dans le pays, ça peut aussi peut-être se retourner contre eux. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va encore évoluer les quelques jours qui précèdent l'euro, même durant la compétition, puisque je rappelle qu'il y a des grèves reconductibles à la SNCF actuellement, que chez Air France, il y a un préavis de grève, on parle de grève aussi. Donc ça peut pénaliser les spectateurs, ça peut pénaliser aussi les équipes qui se déplacent. Donc comment va réagir le gouvernement, etc. Ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Bon, en tout cas, il y a une grande fête du football qui s'approche et donc ça sera pendant un mois, du 10 juin au 10 juillet. Merci beaucoup, Florent. Merci à vous. Merci, Cédric, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Nous allons finir cette émission avec une très belle image qui fait la une de tous les journaux. C'est un point de vue purement sportif, bien évidemment. C'est l'équipe d'Italie qui a fait sa grande photographie en costard-cravate, comme on dit. Voilà, ça sera le cadeau de la fin. La classe à l'italienne. La classe à l'italienne. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Bon week-end.